Ce qu'il y a d'horrible, c'est la légende qu'on a. Louise de Villemorin, c'est une femme du monde. Louise de Villemorin, c'est ceci, c'est cela, c'est le petit doigt en l'air. Enfin, tout ce que je déteste, c'est tout ce que je ne suis pas. Il y a énormément de Villemorin, mais vraiment, il y en a. C'est fou, que c'est comme de s'appeler Durand, franchement. Ma légende, femme du monde, animatrice, est une chose qui véritablement me porte sur les nerfs. Parce que ce n'est pas vrai. Je vis à Verrières-le-Buisson, la plupart du temps, dans une maison qui est tout à fait agréable, dont les gens décident que j'en suis la châtelaine, alors que je n'en suis même pas la propriétaire. J'habite à Verrières dans une maison qui appartient à mes frères et à un de mes neveux qui ont la gentillesse de me loger, de m'héberger. Je n'anime absolument rien, ni un bar, ni un salon. Une vie, une œuvre, Louise de Villemorin. Les coups du rire est un sanglot, disait Louise de Villemorin. Louise fut cette jeune fille aux nombreux fiancés qui désespéra Antoine de Saint-Exupéry, se maria à un Américain, vécut à Las Vegas et revint en France dans les années 30, mère de 3 fillettes, pour écrire un petit roman surréel sur les conseils d'André Malraux. Louise fut cette jeune femme, séduisante, faite pour habiter les fonds des mers dont aucun mouvement ne dérange le cristal, disait Saint-Exupéry, châtelaine dans les Carpates, auteure de Madame II et Julieta. Elle boitait légèrement, aimait les jeux de mots, travaillait beaucoup. Elle avait le don des larmes et le don du rire, le don de la nostalgie et celui de l'imagination. Là, nous sommes ici dans le petit patio de l'hôtel du Crillon, donc c'est dehors, d'ailleurs, à l'intérieur de l'hôtel, un très très joli endroit. Et je voulais savoir pourquoi c'était justement ici que vous aviez proposé de venir parler de Louise de Villemorin. Qu'on le veuille ou non, je crois, le nom de Louise de Villemorin est associé au luxe. Ça lui a coûté cher dans tous les sens du terme. Je crois que c'est une femme qui a été mal comprise parce que c'était une femme qui aimait les bijoux, qui aimait dépenser, qui avait une vie comme ça, en apparence mondaine. Renaud Machard. Et puis il y a une raison plus précise, c'est que comme je suis venu à Louise de Villemorin par Francis Poulenc, qui est un petit peu un musicien qui m'intéresse, sur lequel j'ai un peu travaillé, il y a un petit moment dans un passage inédit de son journal, parce que Poulenc a tenu toute sa vie un journal de ses mélodies, et il parle d'une rencontre avec Louise de Villemorin où elle est dans une chambre affreusement laide du Crillon. Alors il faut peut-être pas le dire trop fort, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même peut-être cette chambre n'existe plus, mais c'est assez amusant d'imaginer Louise de Villemorin venant signer les exemplaires de presse des Fiançailles pour rire en 1939. Alors je crois que déjà sa maison n'était plus tout à fait disponible à Verrières. Donc quand elle est revenue à Paris de temps en temps pendant cette période où elle était en Hongrie, je crois qu'elle logeait ici. Alors c'est amusant d'être là. Alors Louise de Villemorin, ça représente, c'est quoi pour vous? Parce que c'est vraiment lors d'une rencontre, vous êtes jeune, vous ne l'avez jamais connue elle-même, vous l'avez découverte par les textes, par Poulenc, donc c'est par la voix aussi, parce que vous avez entendu les archives. Oui, exactement. D'abord par Poulenc, par les mélodies, par les textes poétiques qu'il a mis en musique, les Fiançailles pour rire, et puis d'autres textes. Et j'ai été vraiment très frappé d'abord par la rencontre du musicien et du poète. Vous savez, Poulenc était quelqu'un d'extrêmement sensible à la poésie. Ses poètes favoris, c'était plutôt Éluard, Apollinaire. Et puis, il disait toujours que le pendant féminin de ses poètes, pas forcément pour la qualité de la poésie, ça il n'en a pas vraiment parlé, mais pour lui, pour son travail de mélodiste, eh bien le pendant féminin, c'était Louise de Villemorin. Moi, ce qui me plaît dans Louise de Villemorin, je trouve que c'est tout à fait actuel dans cette période où on a absolument envie que les choses soient fondamentalement profondes. Moi, ce que j'aime, c'est le côté un petit peu apparemment virtuose, apparemment vide, apparemment ludique, léger de Louise de Villemorin. Et je trouve que sous cette légèreté,
eh bien, cette légèreté de surface, il y a évidemment une profondeur, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Hofmannsthal qui disait, au fond, il faut cacher la profondeur, et on lui disait, mais où cacher la profondeur? Il disait, cachez-la à la surface. Un garçon de conte de fille m'a fait un gros salut bourgeois, en plein vent au bord d'une allée, debout sous l'arbre de la loi. Les oiseaux d'arrière-saison faisaient des leurs malgré la pluie, et prise par ma déraison, j'osais lui dire je m'ennuie. Sans dire un doux mot de mon temps, le soir dans ma chambre en tristesse, il vint consoler ma malheur, son ombre me fit des promesses. Mais c'était un garçon de liège, léger, léger comme le vent, qui ne se prend à aucun piège, et coulait pleine du beau temps. Et dans ma chemise de nuit, et puis lors quand je voudrais rire, ah, beau jeune homme, je m'ennuie. Dans ma chemise à mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, ah ben là, là, il y a des photos. Tenez-nous voilà tous les deux au salon. Ouais, avec mon air ahuri, c'est vraiment très très marrant. Là, c'est dans le salon bleu de Verrières. Dans le salon bleu de. Non, mais où sont passés? Jean Chalon. Voilà. Ça, voilà, regardez le poème. Voilà, ça c'est merveilleux. Voilà la création poétique à l'état pur. On s'était brouillé. On se réconcilie au restaurant de la Reine. Et je n'écrivais pas encore. Alors, elle avait pris ça. Mon cœur ne te sera jamais fermé le lundi, ni le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, le dimanche. Je n'habite pas au restaurant de la Reine dans un cadre d'époque. Je n'ai pas le restaurant où dînent les gastronomes. Je ne suis que ta Louise, très émue de te revoir. Je n'ai ni parking, ni place d'armes, mais tu as ta place dans mes larmes. Je t'aime, je te remercie, je t'embrasse, Louise. C'est merveilleux. Et ça, c'est donc un poème, c'est un poème qu'elle m'avait écrit. Comme elle en faisait. Je veux dire, c'est une espèce de création. Avec le trèfle à quatre feuilles. Avec le trèfle à quatre feuilles, qui représentait ses quatre frères. Et puis ça, c'est le récit d'une journée à Londres. Moi, je crois que le jour où on découvrira les lettres de Louise de Villemorin, on s'apercevra qu'elle est une aussi grande épistolière que George Sand. Je veux dire, la correspondance. Elle écrivait tous les jours, plusieurs lettres par jour. Elle écrivait plusieurs lettres par jour, et ça correspond à son journal. Ça correspond à... Dans les gars, c'est le temps du journal. Vous allez voir. Je suis allé passer la journée d'hier à Londres, d'où je suis rentré ce matin. Je n'y allais que pour déjeuner avec Dinah Cooper. Dinah Cooper, c'était la femme de l'ambassadeur d'Angleterre avec qui elle avait eu une liaison. Mais j'y ai revu et même retrouvé un homme charmant que j'ai beaucoup aimé et qui m'aima, hélas, du temps que j'étais volage. Nous avons dîné en tête-à-tête chez Wilton, restaurant d'autant plus à la mode qu'il est de style 1900. Décors intimes, boiseries, lumière opaline tombant de fleurs lumineuses. L'heure, bien que présente, était tout au passé. Et chaque fois que cet ancien amoureux qui a pris de l'embonpoint avec l'âge me regardait de ses yeux brillants, indulgents et tendres, je retenais mes larmes. Et j'avais envie de mourir pour lui tant je l'aimais encore, mais d'un amour nouveau. Il s'appelle Lord Antrim. Il m'a conduite à la gare et nous nous sommes quittés sans un mot. J'en ai l'âme chavirée par le poids du remords et des regrets. Alors ça... Bon, ça c'est tout lui, c'est-à-dire elle disait je suis un navire en détresse. Donc nous avons et le paragraphe suivant c'est déjeuner aujourd'hui à Marne-la-Coquette chez Maurice Chevalier. Le ménage Arthur Rubinstein, le ménage Pasteur Valérie Radeau et moi. Les hommes avaient Chevalier 79 ans, Pasteur Valérie Radeau 82 ans et Rubinstein 80 ans passés. Ils étaient jeunes, fringants, bavards et faisaient de proches et lointains projets d'avenir. Ils évoquaient aussi des souvenirs. Tu te souviens de la petite Bine, quel appétit elle cachait sous ses airs fragiles? Elle vit encore, et oui, avec qui? Avec ses 90 kilos. Rire. C'était une forme de journal, en fait, les lettres pour elle. Ces lettres étaient une forme de journal, c'est-à-dire qu'elle se rencontrait. Moi, je crois que je l'ai rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée à un déjeuner de Florence Gould en 1965. Et c'est très précis parce qu'elle était placée entre Marcel Jouandeau et moi. Et c'était un jeudi et elle m'a invité à dîner, ces fameux dîners de Verrières dont vous avez dû entendre parler, où c'était, on se serait cru dans une comédie américaine de Georges Cukor. Je veux dire, il y a eu, moi, je me souviens d'un dîner où se trouvaient Claude Gallimard,
Renoir, Orson Welles, Guy Béard, Roland Petit. Enfin, c'était quelque chose d'absolument étonnant. Elle connaissait tout le monde, mais elle les connaissait de façon très intime, enfin, très... Il y a un mot que j'adore, que j'ai appris récemment. Quand elle a épousé le comte Palffy, elle est allée voir, là, dans les années 30, elle est allée voir, elle est revenue en France, et elle a dit à Pierre Brisson, qui était le directeur du Figaro, et qui avait été un de ses multiples amants, elle lui a dit, tu sais Pierre, Palffy m'interdit de recevoir à Verrières les hommes que j'ai connus. Alors Pierre Brisson la regarde et lui dit, mais ma pauvre Louise, ça va être le désert. D'un homme, j'attendais quoi? Une vie. Une vie pour qui? Pour moi. Et voilà. J'attendais une vie. Par exemple, mon mari, un homme exquis. Malheureusement, il n'est plus mon mari. Ça, c'est pas gai. Et, eh bien, lui, il était hongrois. Et je l'ai épousé dans les années 37. Bref, je suis partie m'installer en Slovaquie, à une trentaine de kilomètres d'une ville, la ville de Presbourg, qu'on appelle Bratislava. Et nous vivions là dans une grande maison, véritablement un château qui avait 84 girouettes qui tournaient sur le toit. Vous voyez ça, c'était pas rien. Oh, c'était formidable. Et au pied des Carpates, dans une grande plaine. J'étais donc loin de tout. J'étais très loin de ma famille, très loin de Verrières. Mes frères me téléphonaient, ça il est bien vrai. Des restaurants le soir, c'était très poétique. Et dans la grande bibliothèque, il y avait des oiseaux qui pendaient au bout des fils, invisibles. Et quand les portes s'ouvraient, tous ces oiseaux qui se mettaient à se balancer, c'était fantastique. Eh bien, pendant 8 ans, je suis restée là. Et les hivers étaient longs, parce que chez nous, il neigeait dès le 12 décembre. Et la neige restait très tard dans le printemps. J'y étais parfaitement heureuse, avec un homme qui ne m'a jamais été fidèle. Mais il m'avait donné une vie. Moi, je serais restée avec lui toute la vie pour cette vie. Et c'était justement le sentiment du bonheur de cet homme-là qui faisait que je me soumettais toujours si on peut dire, au plaisir de lui faire plaisir. Et que même tout, un sacrifice si petit soit-il ou si grand soit-il, il m'a pas donné l'occasion d'en faire des très grands d'ailleurs, eh bien, pour moi, j'étais heureux. Je me disais, je sers à quelque chose, ça me donne une raison d'être. Cette fameuse raison d'être après laquelle j'ai tellement couru et après laquelle je cours encore, car je ne me vois pas beaucoup de raisons d'être. Je me crée justement toutes sortes d'esclavages parce que ça me donne le sentiment d'exister. Pour Julieta, inventer sa vie, c'était arranger une maison à son goût, n'être entourée que d'objets protecteurs, avoir des volières remplies d'oiseaux savants, voyager sur la mer, se baigner dans des lacs où dansent la nuit les grands poissons qui ont avalé les bagues tombées du doigt des reines. Inventer sa vie, c'était porter des manteaux blancs pour se promener en voiture dans la forêt, c'était dire à droite, à gauche, à un cocher nourrice, muet et souriant. C'était rentrer à la maison en suivant le sillage du premier souffle frais et trouver devant sa porte les empreintes de l'automne. D'une fenêtre, un enfant crierait « L'automne est arrivé !» et vivement refermerait la fenêtre. Alors Julieta s'étendrait sur une chaise longue et tirerait de son corsage un petit bouquet de feuilles qu'elle presserait sur ses lèvres en fermant à demi les yeux. L'enfant de tout à l'heure, qui s'appellerait Bambin, viendrait s'asseoir près d'elle et chanterait des chansons qu'accompagnerait le feu, et l'on entendrait dans le vestibule le pas des chiens comme de la grêle tombant sur le carrelage. Ce serait le moment des visites. Une dame très belle, en deuil de sa beauté, parlerait du passé en caressant ses gants. Dans un coin de la bibliothèque, un professeur, ami de la nature, lirait à Bambin quelques pages de la vie des lézards. Les vieux messieurs, tous admirables, auraient la goutte au nez et mêleraient en tirant leur mouchoir l'odeur du vétiver à la vapeur du thé. Et les hommes plus jeunes, tous également admirables, nés et élevés dans des chambres voûtées, chasseurs, ornithologues, botanistes, astrologues, artistes et lettrés, seraient fous d'amour et fous de jalousie. Je trouve que c'est vraiment ça, Villemorin. C'est cette idée comme ça d'un vertige, d'une langue, d'une écriture, et puis aussi d'une vie. Mais enfin, parlons de l'écriture pour le moment.
d'une écriture qui tout le temps est prête à vaciller, parce qu'elle est vraiment sur la crête, comme ça, des mots, la crête du sens, et c'est quelque chose de presque de funambulesque. On a toujours l'impression qu'à tout moment, ça peut devenir un peu creux, ça peut devenir un peu vide, un peu virtuose, encore une fois, parce que c'était une femme qui pratiquait la virtuosité dans son écriture poétique en particulier. On sait qu'elle s'est enfermée dans un chalet pendant quelques mois et qu'elle a écrit, vous savez, ces fameux holorimes, ces fameux palindromes, ces choses qui se lisent un petit peu dans les deux sens, ou ces effets de trompe l'oreille, le sens qui trompe l'oreille, c'est-à-dire que vous entendez la même chose, mais quand vous lisez des choses différentes. C'est pas ce qui est le plus important chez Louise de Villemorin, mais c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans son écriture et qu'on retrouve. Il y a toujours cette virtuosité, et cette virtuosité, comme toujours, c'est aussi le cas de Poulenc, c'est pour ça que les deux m'intéressent un peu parallèlement. Ces musiciens qui avaient un sens inné, comme ça, de l'écriture des choses et de la musique, parce que Poulenc est un autodidacte, et c'est le cas de Louise de Villemorin, qui a sorti ce livre Sainte une fois, alors que personne ne la connaissait. Il y a quelque chose comme ça d'assez miraculeux, je trouve, dans la légèreté, dans la profonde légèreté. J'ai une petite phrase pour vous, là, justement. C'est l'exergue au carnet qu'elle a écrit. Elle met « J'ai toujours envie de rire et toujours le cœur gros ». Oui, c'est ça. C'est toute sa vie, cette espèce de double regard qu'on peut avoir d'elle. Elle parle souvent de gants que l'on retourne. Mon cadavre est doux comme un gant, de peau glacée. Et c'est toujours un peu ça. C'est comme une écriture qui, de l'extérieur, paraîtrait comme ça un peu glacée, un peu polissée. Et puis quand on la regarde un petit peu plus près, où il y a des choses absolument terribles qui sont dites, notamment dans les carnets, puisque vous parlez des carnets, il y a des petites phrases comme ça qu'on peut prendre les unes après les autres. Il y a des choses vraiment très, très belles. Elle dit, par exemple, c'est une toute petite chose qu'elle dit, il y a des citrons de neige aux arbres de ma vie. C'est presque surréaliste. C'est pas non plus surréaliste. C'est ça qui est frappant, par exemple, dans Sainte une fois. C'est que je dirais que c'est surréel, et ça n'est pas surréaliste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris le système de l'image surréaliste, parce qu'au fond c'est quand même un système, mais il y a toujours comme ça une sorte de surréalité. On est toujours dans une sorte de demi-sommeil. J'ai toujours l'impression que son écriture est une écriture presque de demi-veille, comme ça. On ne sait jamais exactement où on se trouve, si l'appréhension des choses est vraiment une préhension réelle, ou si c'est une préhension un peu fantomatique. Sainte une fois, c'est vraiment ça. Mais il y a une autre petite phrase que j'avais relevée aussi. À vrai dire, je ne suis qu'une signature, c'est peut-être ce qui fait mon charme. Seule aujourd'hui dans cette chambre, flottant au-dessus des chênes, je me rends peut-être à un peut-être rendons-nous. Silvio, pardon. Les personnes comme moi vivent et meurent de passion, mais l'amour a besoin d'un rythme qui me lasse. La vie aussi. Je voudrais rire en l'air au bras d'un transparent, me comporter avec dignité, mollement poursuivi par certains chiens muets, par certaines bêtes en nage, tandis que sur terre reposeraient mes ciseaux. Tous mes ciseaux. Nous irions vite, ce serait un vrai voyage. À droite, une maison, 2 hommes, un mois qui passe. À gauche, je ne sais quoi de différent. Un ange viendrait, la bouche molle. Madame la fiancée, prenez ces beaux cailloux. Comment donc, dirais-je, je ne puis refuser les présents d'un noir. Les cadeaux viennent de loin. Quelles noces et quel voyage. Et nous ririons. Mon cadavre est doux comme un gant de peau glacée, et mes prunelles effacées font de mes yeux des cailloux blancs. 2 cailloux blancs dans mon visage, dans le silence 2 muets, ombrés encore d'un secret et lourds du poids mort des images. Je l'ai connu par mon mari qui était dans le textile et qui cherchait une signature pour une publicité Bucol qui invente des nouveaux tissus. Il voulait simplement une signature. Et je suppose qu'il avait pensé à Cocteau. Et quelqu'un lui a dit, mais Louise de Villemorin vous signera. Vous plaisantez, Louise? Jamais je n'oserais ça demander à Louise. Vous allez voir, on va lui téléphoner. Elle dit, bah oui, pourquoi pas. C'est la première fois qu'on me demande qu'une signature et pas de travail avant. Mais qui est ce monsieur? Je veux le connaître, c'est formidable. C'était monsieur Colcombet. Le ET, elle le disait ET. Bico Colcombet, amie et confidente de Louise. Je ne sais pas Colcombet, elle disait Colcombet.
Hein, le OT, elle les disait comme ça. Quels sont nos projets? Vous voyez, Elle parlait comme ça. Ah oui, le OT, oui, il y avait une différence. Et alors, elle a fait sa publicité, nous invitait à dîner, parce qu'il fallait tout de suite qu'on connaisse ses frères, ses chers frères, les 4 trèfles. Elle nous invitait à dîner, puis on ne s'est plus quittés. Que ça a été un privilège pour moi de connaître quelqu'un comme ça. André Malraux aussi, d'ailleurs, par elle, après, oui. L'histoire Malraux, je l'ai entièrement... Ça s'est passé entièrement chez moi, oui, ça, j'ai absolument connu. L'histoire Malraux, ça veut dire la rencontre avec Malraux, vous voulez dire? Enfin, la rencontre, Oui, il s'était connu. Au moment où il a eu son prix Goncourt, elle ne se rappelait pas. Elle disait qu'elle ne se rappelait pas. Bon. Enfin, ils se sont retrouvés là dans les années 67, 8. Et ça s'est passé entièrement chez moi. Rendez-vous chez moi, avenue Malakoff, où j'habitais à ce moment-là. Et puis voilà. J'allais tous les jours porter une lettre à la Lanterne où il habitait, car le général de Gaulle avait un grand faible pour Malraux, comme vous savez. Et je lui disais, mais en fait, tu vas dîner avec lui, pourquoi la lettre? Elle me disait, on joue le jeu ou pas. Elle aimait jouer, elle aimait... Non, mais séduire, un jeu de la séduction, c'est ça que ça voulait dire en réalité. Pierre Brisson, que j'ai bien connu et qu'il a bien connu, m'a dit, quand elle arrivait à l'Élysée, elle faisait autant de charme à la Boyeur qu'au président de la République. C'était une angoissée, elle n'était pas sûre d'elle du tout, non. Elle avait besoin qu'on la remonte, enfin, ça lui faisait plaisir quand on disait qu'elle était belle, et pourtant Dieu sait si elle l'était, et si on le lui avait dit, mais on sentait que ça lui faisait plaisir. Je pense qu'elle avait un grand sens de la mort, parce que 2 fois elle m'avait fait cette réflexion, quand il y avait foule, une fois à l'opéra, elle me dit, tout ça, les futurs cadavres. Et quand elle était dans ma voiture, et que devant nous avions un autobus bourré, vous savez, les autobus de l'époque, la plateforme bourrée, on va dire, regarde ça, tout ça, des futurs cadavres. Ça, elle me l'a dit plusieurs fois, c'est drôle. Elle avait un grand sens de la mort, elle disait qu'il fallait se trouver en face de la mort. Or, elle est morte subitement. Se trouver en face, ça voulait dire avoir le courage. Lui parler. Elle aurait voulu peut-être séduire la mort, je ne sais pas. Et sa devise, au secours. Oui, aussi, au secours. Ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire sauvez-moi. C'était une angoissée. Ça y est, sur le banc à Verrières, elle avait demandé qu'il y ait un banc. Elle est là à Verrières, il n'y a plus rien. Plus rien. Directement dans la terre, le cercueil, vous vous rendez compte? C'est une horreur. Et puis elle avait demandé qu'on mette un cerisier. Et la première année, le cerisier avait poussé. Parce qu'elle voulait que ses petits-neveux disent qu'elles sont bonnes les cerises de Tante Loulou. C'est Tante Loulou, hein. Il faut bien dire que, dès mon très jeune âge, j'ai eu le goût passionné de la séduction. Passionné. Ah, moi, fallait que je fasse des conquêtes, j'étais comme ça, voulez-vous. C'est comme ça, c'est ma nature. C'est ma nature. Quelquefois, vraiment, je crois que j'ai eu tort, parce qu'il ne s'y mêlait pas du tout de sentiments amoureux, mais qu'on pouvait s'y tromper, qu'après tout, si on raisonne, à quoi bon conquérir quelqu'un que l'on n'aime pas? Mais c'était une nécessité, peut-être inconsciemment, pour me rassurer, pour me donner une idée de mon propre pouvoir. En plus de ça, j'avais un certain charme de mélancolie. Et qu'en même temps, j'étais très bonne humeur. Vraiment, je peux dire que j'ai usé du pouvoir d'amuser pour conquérir. Vous saviez belle très jeune, n'est-ce pas? Mais du tout, je me trouvais laide comme une mouche. Puis c'est une horreur. Je vais vous dire, si on m'avait aimé pour ma pomme, on pourrait m'aimer encore. C'est pas vrai. Non, non, non. Les hommes qui m'ont aimé, les hommes qui m'ont fait la cour, les jeunes gens, les fiancés, les nombreux fiancés, c'était pour autre chose. Est-ce que c'était pour une vitalité? Est-ce que c'était pour, je ne sais pas, pour justement ce rapport si curieux qu'il y avait entre moi et la vie? Mais je ne crois pas que ce soit, vous savez, pour le bout de mon nez, ou la longueur de mes cheveux, ou le cil retroussé, ou l'œil langoureux. Ça, vraiment pas. Extrêmement sale. Elle a eu
deux ou trois grandes amours, mais d'abord, ce sont des amours très fugitives et qu'elle n'a pas pu garder. Les hommes l'ont quittée quand même beaucoup plus qu'elle n'a quitté les hommes. Hein. C'était une grande séductrice, mais une séductrice qui en a quand même pris plein la figure, pour parler vulgairement. Jean Botorel. Alors ça, c'est un des mystères aussi de cette personnalité. Elle n'a pas su garder, je crois, un homme. L'aventure avec Malraux est une aventure en termes d'amour, qui est une aventure très brève. En revanche, en termes de grande affection, très, très, très difficile également d'ailleurs à deviner ce qu'il y avait entre ces deux êtres. Je sens beaucoup plus sa relation avec Jean Hugo. On la sent, Jean Hugo, donc, qui était le petit-fils de Victor, et qui avait une personnalité absolument soufflante. Enfin, c'était un grand amoureux des femmes, un grand amant. Bon, je crois que vraiment, on peut dire qu'il a couché avec tout ce qui comptait à Paris, et il le faisait, paraît-il, avec un naturel incroyable. Et au fond, on connaissait ses talents, et et les femmes allaient vers lui pour ses talents de grand amoureux. Et je pense qu'avec Jean Hugo, elle a eu une relation de très grande amitié, de très grande complicité. Et puis, elle se servait beaucoup de Jean Hugo, qui avait cette culture complètement classique, immense, une espèce d'érudition. Et chaque fois qu'elle faisait un article, qu'elle faisait un livre même, elle prenait conseil auprès de lui. Et lui écrivait de son écriture, très jolie petite écriture, très claire, sans aucune faute, sans aucune rature. Il lui écrivait pratiquement le papier qui allait paraître. Elle y mettait ensuite sa patte, qui était une vraie patte, hein, unique. Son travail de romancière, bon, elle n'a pas fait, on peut pas dire qu'elle ait fait une grande œuvre, mais elle a fait 2 ou 3 livres qui resteront. Madame II est un vrai livre, indéniablement. Et puis, alors, quand on publiera sa correspondance, on découvrira la Madame de Sévigné de notre siècle. Je pense d'ailleurs que, je l'ai vu, puisqu'elle a laissé des brouillons. Donc elle faisait des lettres, des brouillons de lettres, et qu'elle réécrivait après. Donc elle l'avait... visiblement, elle devait quand même avoir un sens de la postérité. Vous savez, je trouve que ce que se fait, c'est honnête, c'est bien fait, mais c'est pas sublime. Moi, je trouve pas que j'ai une grande œuvre. Voyez-vous, c'est une chose même très triste à dire pour moi, mais c'est vrai, je le pense profondément. Je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux si je m'étais plus laissé aller, si j'avais risqué plus de scandales, si j'avais été moins tenue par des traditions, par quelque chose de foncièrement convenable. Mais moi, Louise, qu'est-ce que je peux me dire? Eh bien, je peux me dire que si je gravissais l'échelle de Jacob, haut de laquelle serait assis Stendhal, eh bien, peut-être que j'arriverais à entrevoir son doigt de pied. Ce sont des nouvelles, et ce sont des nouvelles parfaites, très bien articulées, comme on le disait, très, très justement, comme des scénarios. Mais je crois que ça lui était très naturel. Elle avait une idée, elle frottait son idée avec son frère, qui comptait beaucoup, donc André, puis aussi avec Cocteau et Jean Hugo. C'était les trois un peu qui étaient là, cette espèce de directeur de conscience littéraire. Puis quand elle se lançait, c'était assez dur, c'était assez laborieux, mais il n'y avait pas une technique, hein. Mais la poésie nécessite une technique. Or, elle s'est complètement piquée à ce jeu de la technique. Pour la poésie, elle s'est plongée là-dedans d'une manière un peu folle, même comme je raconte. Dans les jeux les d'écriture, les palindromes, les calligrammes, enfin, elle a... C'est comme un vertige, ça. Ah oui. Et c'est encore, ça renvoie encore à sa solitude, parce que si elle a fait ça, c'est comme... on est à la lisière, en effet, d'une forme de névrose, hein, quand on joue à ça. C'est-à-dire, beaucoup de névroses commencent par ce type de jeu avec les chiffres, avec les... et visiblement, elle a passé donc à Célestat. Elle était à Célestat, elle a passé 1 an là-bas, et je le raconte. Et c'est vrai que si Jean Hugo et son frère n'étaient pas revenus la chercher, elle était en train de basculer. Hein. Parce que... ça s'est fait, c'est vrai que ça se faisait beaucoup sous la Renaissance, mais bon,
Dans notre siècle, Cocteau l'a fait, Apollinaire l'a fait, mais elle l'a fait à haute dose. Elle a tout de même deux bouquins là-dessus qui sont drôles tout de même. Dans ma chemise de nuit, costume de minuit, robe des agonies, je m'ennuie à mourir. Est-ce tout ce que je laisserai de moi, cet ennui? Est-ce tout ce qu'aujourd'hui derrière moi je laisse? Est-ce tout ce que je répands? Oh oui, messieurs, je m'ennuie dans vos nuits à mourir. Je m'ennuie dans vos sourires, dans vos heures traversées de cadavres. Je m'ennuie dans vos bras, dans tous vos cris vers mon cadavre, vers mes yeux de famille, vers ce que vous croyez prendre en me laissant perdu dans mon éternité. Messieurs, j'ai aimé et j'en aime un encore qui s'obstine dans l'absence. Un qui n'est pas fait pour moi, un qui ne m'aime pas, ne me voit pas, un qui ne remarque ma présence que pour me dire que je l'ennuie à mourir. Et pourtant, je suis jolie femme. Il se trouve que moi, je peux pleurer pour des fraises que j'ai mangées. C'est un véritable malheur. Dieu m'a fait ainsi. Et un ami à moi, un vieil homme, qui a fait une œuvre admirable, tout à fait inconnue, mais enfin admirable, qui s'appelait le chanoine Walter, Joseph Walter, un vieil Alsacien, qui a reconstitué le Jardin des Délices, livre illustre, qui était dans la bibliothèque de Strasbourg, dans l'ancienne bibliothèque de Strasbourg. Et un beau jour, il était venu me voir, j'étais à Slestad dans le Bas-Rhin, et c'était au mois de juin, et dans notre jardin, chez nous, en Slovaquie, il y avait des grosses fraises d'une variété qu'on mange peu en France qui s'appelle le roi des Zoulous, une variété allemande assez noire, très belle. Et moi, j'aimais beaucoup ces fraises. Et comme ça, j'étais dans cette petite pièce en Alsace, j'étais seule, et vraiment, j'avais les larmes quand je pensais, parce que je vis toujours là-bas, et alors encore mon ombre va cueillir l'ombre des fraises. Et je suis cette ombre. Et comme ça me tirait les larmes des yeux, parce que je plains mon ombre, je la plains énormément. Il se trouve que ce vieux chanoine Walter est entré, et il m'a dit, mais vraiment, vous trouvez avec les larmes aux yeux? Vous qui n'avez que des raisons d'être heureuse par ce beau temps? Ben, ma foi, je lui ai dit, vous savez, je pleure parce que mon ombre est en train de cueillir l'ombre de fraises que je mangeais il y a 8 ans. Et alors, il m'a dit, eh bien, vous êtes bien folle et bien insensée. Le temps est rond. Et il est autour de vous. Vous en êtes le centre de votre temps. Et il ne faut jamais se retourner. Parce que quand on se retourne, on pleure. Et c'est le sel des larmes qui vous change en statue de sel et qui fait que vous ne pouvez jamais aller plus loin que l'avenir vous est interdit et que vous resterez le dos à l'avenir en statue de sel. Quand vous dites « ma vie est ratée », cela veut dire sans doute que la statue de sel vous a rejointe. Ah non, non, non. Ah non, ça, moi, j'ai pas statue de sel du tout, alors c'est pas le moins du monde. C'est pas ça, mais j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai pas... Naturellement, je pleure parce que je suis sentimentale et que... Vraiment, les larmes, c'est un don, quoi. C'est un don comme un autre, le don des larmes. Bon, là, on l'a pas, moi, je pleure. Je pleure énormément. Je ris aussi beaucoup, c'est un don. J'ai beaucoup de dons, quoi. Non, mais je ne suis pas du tout une statue de sel. Non, parce que je regarde beaucoup mon avenir et je pense énormément à toutes sortes de prolongements, même, de moi. Parce que cette ombre que moi, je suis et que j'ai laissée... Eh bien, je ne sais pas du tout si cette ombre ne se projettera pas pendant très longtemps, après que moi, je ne serai plus là. Elle a fait de sa vie un espèce de chef-d'œuvre dans la mesure où
elle s'est tenue toujours à la hauteur de son personnage. Et ça, son personnage, c'est pas elle qui l'a fait au départ. Je pense que ça s'est trouvé comme ça. Dès ses 16-17 ans, elle est devenue le centre d'un petit univers qui était d'abord son milieu familial, ses copains d'école, etc. C'était un personnage à part. Elle a vécu toute sa vie avec ce sentiment qu'elle était quelque chose d'unique un peu. Or, beaucoup de gens, je pense, ont cette idée un jour ou l'autre dans leur vie qu'ils sont uniques. Et c'est très bien, heureusement qu'on le peut penser, mais il y en a très peu qui jouent le rôle jusqu'au bout. Et elle a joué ce rôle-là jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant. Tu as un tel besoin d'un monde où aucun geste ne laisse de traces. Tu éprouves une angoisse presque animale à laisser ton pas sur le sable. Tu es faite pour habiter les fonds des mers, dont aucun mouvement ne dérange le cristal. Saint-Exupéry. Puisque vous avez votre guitare, Louise, je vais vous demander aujourd'hui de me dire, tout en jouant, en improvisant, quelques-uns de vos poèmes. Que vous aurez choisi ou que je dois choisir? Que vous choisissez, bien sûr. Ben, je vais peut-être vous dire un poème que j'ai fait il y a très très longtemps. C'était dans les années... quelque chose comme les années 34, et je crois même que c'était le 16 mai, ou le 35. C'était le 16 mai. Et c'est un poème que j'ai écrit parce que je craignais d'aimer. Et ça s'appelle « Officier de la garde blanche ». Officier de la garde blanche, gardez-moi de certaines pensées la nuit. Gardez-moi des corps à corps et de l'appui d'une main sur ma hanche. Gardez-moi surtout de lui qui par la manche m'entraîne vers le hasard des mains pleines et les ailleurs d'eau qui luit. Épargnez-moi les tourments en tourmente de l'aimer un jour plus qu'aujourd'hui et la froide moiteur des attentes qui presseront aux vitres et aux portes mon profil de dame déjà morte. Officier de la garde blanche, je ne veux pas pleurer pour lui sur terre. Je veux pleurer en pluie sur sa terre, sur son astre orné de buis, lorsque plus tard je planerai transparente au-dessus des 100 pas d'ennui. Officier des consciences pures, vous qui faites les visages beaux, confiez dans l'espace au vol des oiseaux un message pour les chercheurs de mesure et forgez pour nous des chaînes sans anneaux. Ça, c'est un poème qui s'appelle « J'ai la toux dans mon jeu » et que j'ai dû écrire quand j'étais enrhumée. J'ai la toux dans mon jeu, c'est ainsi que je gagne les cœurs aventureux qui battent la campagne. Appuyez à mon lit que secouent mes morts feintes, des jeunes gens pâlis se pâment à mes quintes. Toujours prête aux adieux, car je suis fée d'automne, ils prennent à mon jeu la mort que la toux donne. Ils saisissent les fleurs dont j'ai la bouche pleine, la bouche à mes couleurs et les fleurs de mes veines, pour les manger rougies de mes mauvais desseins et goûter en ma vie le bouquet de leur faim. Torse que la toux bombe, regards fermés au jour, ils roulent vers la tombe où vont mes gains d'amour. J'ai la toux dans mon jeu, c'est ainsi que je gagne les cœurs aventureux qui battent la campagne. Je pourrais presque, vous savez, comme on dit qu'il n'a pas connu la douceur de vivre de l'ancien régime, comme disait Talleyrand, bien qu'il n'a pas connu la douceur de vivre à Verrières, c'était vraiment, le Salon Bleu était un endroit magique. Elle avait beaucoup alors il y avait évidemment cette couleur bleue, enfin c'est les fauteuils bleus, les rideaux bleus, et puis il y avait beaucoup de tableaux de Jean Hugo, parce qu'elle avait beaucoup aimé Jean Hugo et elle aimait beaucoup ses tableaux. Il y avait des Christian Bérard, il y avait un Magritte, et puis des ours, il y avait des ours dorés, il y avait des chandeliers en forme d'ours et tout ça.
ça. Et pratiquement, hiver comme été, il y avait toujours du feu dans la cheminée. Je veux dire, elle adorait les feux dans la cheminée. Et ça, c'était pour elle un souvenir de Palfi, de la Hongrie. Enfin, moi, elle me disait toujours, j'ai vécu les périodes les plus heureuses de ma vie dans les Carpates. Enfin, elle avait gardé un souvenir de ce château de Podmeritze dont elle parlait. C'était pour elle un peu un château de conte de fées, quoi. Louise était une fée, je veux dire. C'était vraiment quelqu'un de très féerique, de très... en même temps, avec les pieds sur la terre, avec une culture, par exemple, quand quelque chose n'allait pas, elle disait « Oh, c'est encore la fuite à Varennes qui recommence. » C'était vraiment avec un sens de l'humour. Elle était très invitée. Alors, évidemment, elle acceptait 2, 3, 4 invitations à un même déjeuner. Alors, elle prenait les hors-d'œuvre chez l'un, le plat principal chez l'autre et le dessert. Et puis alors le 4e, comme elle était forcée de ne pas y aller, elle faisait ce qu'elle appelait le télégramme de Tokyo. C'est-à-dire qu'elle avait un ami à Tokyo qui envoyait un télégramme: « Suis retenue à Tokyo, Louise. » Alors on a tous reçu un télégramme qui venait de Tokyo parce que voilà, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimait, en fait, les objets. Voilà, encore où elle disait ET, les objets, oui. Alors, il y en avait plein verrières, les objets. D'ailleurs, vous voyez, il y a un bouquin, là, l'écho des fantaisies. Vous n'avez pas l'écho des fantaisies? Oh. Il y a des poèmes sur chaque objet. La dame à deux voiles et la dame à vapeur. Vous ne connaissez pas la dame à... Dites-le-nous. Hein? Dites-le-nous. Ah oui, je ne sais plus. Belle sous une mauvaise étoile, un soir, une dame à vapeur sur le pont d'un bateau à voile soupirait pour un voyageur, mais insensible au feu d'un cœur. Il aimait une dame à voile à bord d'un navire à vapeur. Oh, demoiselle fragile, coquette des miroirs d'eau, voici le port, voici l'île, attendons le prochain bateau. Plus tard, devenue dame à voile à bord d'un navire à vapeur, elle revit ce voyageur blanchi au feu de son étoile. Mais il avait laissé son cœur sur le pont d'un bateau à voile, au pied d'une dame à vapeur. Vous voyez l'inverse? Elle inversait tout. Elle le disait très très bien. Et vous pourriez nous raconter un peu ce que c'était que l'atmosphère des soirées à Verrières? Unique. La salle à manger n'a jamais eu d'électricité, toujours au bougie. Ah oui. Alors déjà l'éclairage, c'était des bougies à ailes, avec son trèfle, son aile et son trèfle. Je regrette, j'aurais dû en piquer 2. Sa fille Elena, mais oui, j'étais intime avec sa fille Elena qui m'a donné beaucoup de choses, et je n'ai pas pensé à prendre 2 de ces bougies. Après, quand je les ai demandées, on m'a dit il n'en reste plus. Mais elle les commandait par 500, les bougies, hein. Et vous étiez nombreux dans ces dîners? Il y avait beaucoup de gens dans ces dîners? Oui, mais vous quoi? Les dîners chez Louise, mais de Louise Embobé à la reine d'Italie. Vous rencontriez tout le monde. Ah oui, c'est prodigieux. Puis elle avait des fantaisies. Elle le disait, il faudrait inventer l'eau bleue. Nous ferions fortune en inventant l'eau bleue. Et c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Elle disait que l'eau blanche, enfin l'eau n'a pas de couleur. Tandis que si on faisait l'eau bleue, tout le monde achèterait de l'eau bleue. Et elle a passé sa vie en pensant qu'elle ferait fortune avec l'eau bleue. Ça, c'est une idée de Louise. Elle avait 100 idées à la minute. Et vous pourriez un peu nous la décrire physiquement, comme ça qu'on ait un peu une image d'elle? Physiquement, alors là, c'est très difficile, je vais vous dire, parce que je connais les trois filles, Jessie, Alexandra et Elena, et nous ne sommes pas d'accord sur la couleur des yeux de Louise. Pour moi, c'est les yeux de la fille aux yeux d'or. C'est-à-dire, elle avait des yeux verts avec des pointes d'or, vraiment des yeux, les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Pour Elena, sa mère avait des yeux violets, enfin un peu les yeux d'Elizabeth Taylor. Pour Alexandra, sa mère avait les yeux bleus. Et pour Jessie, sa mère avait les yeux verts. Donc, 4 personnes qui ont connu Louise et aucune des 4 personnes n'est d'accord sur les yeux. Ce qui est certain, c'est que Louise avait des yeux magnifiques, des mains magnifiques, une allure, une très très grande allure. Enfin, elle était très Madame II, en fin de compte, très grande dame, très. Et alors, j'ai connu la princesse Bibesco, Marthe Bibesco, qui m'a dit: vous vous extasiez sur la beauté de Louise parce que vous n'avez pas connu sa mère Mélanie. Si vous aviez connu sa mère Mélanie de Villemorin était une reine, Louise n'est qu'une princesse. Mais pour une princesse, c'est déjà pas mal. Elle vous parlait de son métier d'écrivain, de ce que ça Oui, représentait pour oui, elle? tout à fait. Alors elle était très consciente. Elle disait je sais que je ne suis pas un grand écrivain, je suis un auteur de 2e rayon, mais j'aurai ma place dans le 2e rayon avec Madame II. Ça, elle était assurée d'avoir écrit avec Madame II un petit chef-d'œuvre. Et c'est vrai, Madame II, Madame II est hors du temps, hors des modes et tout ça. Et Madame II était, à mon avis, un des livres du XXe siècle qui restera.
L'amour en traversant les âges marque d'actualité les événements qu'il touche. Dans un monde où le succès et le renom d'une femme dépendent moins de sa beauté que de son élégance, Madame de était, avec beaucoup de grâce, la plus élégante des femmes. Elle donnait le ton à toute une société et, comme les hommes la disaient inimitable, les femmes réfléchies s'efforçaient de la copier, de s'apparenter à elle par un peu de ressemblance qui leur rapportait l'écho des compliments qu'on ne cessait de lui adresser. Tout ce qu'elle choisissait prenait un sens nouveau ou une nouvelle importance. Elle avait de l'invention, elle éclairait l'inaperçu, elle déconcertait. Monsieur II avait une belle fortune, il était fier de sa femme et ne lui refusait rien. Jamais il ne lui posait de questions au sujet de ses dépenses et n'avait aucune raison de craindre des reproches. Et pourtant, par une sorte de faiblesse teintée de vantardise commune à bien des gens, elle ne pouvait s'empêcher, quand il admirait un objet qu'elle venait d'acheter ou une robe qu'elle portait pour la première fois, de diminuer de moitié le prix qu'on lui en avait demandé. Madame II cachait ainsi à Monsieur II le montant des factures qu'elle s'engageait à payer. Après quelques années de ce jeu, elle fut mise en face de grandes dettes qui lui causèrent d'abord du souci, puis de l'angoisse et enfin du désespoir. Elle osa d'autant moins en parler à son mari qu'elle lui mentait depuis plus longtemps et qu'il avait toujours été fort généreux envers elle. Ne voulant perdre ni le prestige qu'elle avait à ses yeux, ni la confiance dont il la croyait digne, elle estima que seule la vente secrète d'un bijou pourrait mettre un terme à sa situation. Ce que je fais, c'est vraiment le pétrin, moi, je trouve. Madame II, ça, alors, c'est très inspiré, naturellement, par l'Autriche et la Hongrie. Ah, oui. Ce sont des personnages qui ne sont pas du tout de chez nous. D'un temps que moi, j'ai très bien connu des gens avec lesquels j'ai beaucoup vécu. Oui. Mais ils sont tous dans le pétrin noir. Madame II, elle meurt, Monsieur II n'est pas heureux, l'ambassadeur est désespéré, la nièce, son mari, dépense des millions, et elle-même, je ne sais plus, je me rappelle même plus ce qu'elle fait. Ça va toujours un peu mal, Julietta. Elle a plaqué sa mère, et puis elle embête un monsieur, et puis il y a une autre dame qui est désespérée parce que ce monsieur la préfère. Moi, je trouve que tout ce que je fais, c'est un pétrin. Quel effet est-ce que ça vous a fait de voir vos personnages à l'écran? Eh bien... Vous les avez vus ou non? Ah non, Madame II, non. Là, elle n'était pas mon type. Parce que Madame II, c'était une personne très très simple, qui n'avait qu'un tort, si c'est un tort. C'était un peu de s'endetter par coquetterie et de prétendre qu'elle payait les choses moins chères qu'elle ne les payait vraiment. Mais c'est une histoire qui pouvait se passer, et qui pourrait, dans n'importe quel milieu. Dans le film, c'était devenu tout un monde qui m'est complètement étranger. C'est-à-dire une dame qui caresse ses fourrures. Des choses comme ça, vous comprenez, c'était Madame II, c'était une personne très simple, très nette, qui avait tout à fait ses frontières. C'était un milieu où il y avait des formes, où il y avait des limites. Et puis, c'est devenu une chose vague, où... Je n'ai pas reconnu. Cette conférence de la paix est une catastrophe. Je dois vous prévenir, je suis paraît-il d'une coquetterie infernale. Je n'en crois rien. Comme je ne m'en aperçois pas, je ne peux naturellement pas me corriger. Ce jeune Anglais prétend que je lui laissais tout espérer. C'est possible. Vous êtes très sympathique. Je serais désolée que vous vous preniez à mon jeu. C'est très simple. Je n'ai qu'à ne pas espérer. Très juste. À jeudi, madame. À jeudi. À vendredi, madame. Oui. 4 jours sans vous voir. On ne danse donc plus à Paris. C'est pour vous laisser le temps de faire de la politique étrangère. Ah, bon. Et que raconte-t-on à votre ambassade? Oh, peu de choses. Il paraît qu'on a des embêtements avec le Monténégro. Qui vous a dit ça? Henriette de Grandpierre. Oh, et alors? Elle est au mieux avec Monsieur de Sainte-Croix. Et Monsieur de Sainte-Croix a eu une histoire assez compromettante au Monténégro. À votre place, je ne m'inquiéterais tout de même pas trop. Max Ophuls adapta Madame II pour le cinéma au début des années 50 avec Vittorio De Sica, Charles Boyer et Daniel Darieux. Les personnages sont pris dans les filets du mensonge et du hasard et une malédiction pèse sur eux. Yves Buyer.
En fait, ils s'esquivent beaucoup. C'est pour ça que lorsqu'il y a quelque chose qui ne pourrait pas rentrer dans leur mensonge, il y a un escalier, on descend, on va chercher quelque chose. Madame de glisse ses bijoux dans un gant. Elle fait semblant de les avoir retrouvés, alors que justement, elle avait perdu ses bijoux puisqu'elle les avait vendus pour des dettes de jeu. Je crois que justement, ce hasard, c'est aussi le fait qu'on ment beaucoup et que, comme par hasard, on retrouve des bijoux à Constantinople qui sont rachetés par l'amant et justement réofferts à Madame II. Et ça, c'est vraiment la coïncidence, quoi. C'est le hasard. C'est là où on retrouve le mot de Max Ophuls qui dit que, comme pour Schnitzler, oui. Louise de Villemorin a le sens du destin. Oui, c'est le sens tragique du destin. Tragique. Ou un tout petit mensonge, finalement, pour payer une dette de jeu finit voilà. Et d'ailleurs, tragique de l'amour et de la mort, finalement. Au début du film, il est dit sur un carton en titre... voilà l'histoire d'une femme frivole et de bijoux, et rien ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu ces bijoux. Alors, en fait, à quoi ça tient c'est toute une vie et une mort à cause d'une paire de bijoux qui va d'une main à l'autre. C'était un succès considérable, ce film. Disons que ça a vécu dans le succès des précédentes réalisations d'Ophuls. La Ronde a eu un succès immense. Le Plaisir qui a suivi La Ronde un peu moins. Mais le fait même que Daniel Darieux, qui était adulé des Français, qui a eu une seconde carrière un petit peu à cette époque-là, ce film-là a eu beaucoup de succès. C'est un film qui fait pleurer. C'est un film qui est toujours à la limite du mélodrame. Mais la gravité finale, je crois, est perçue par tout le monde. On sent qu'on n'est plus dans la frivolité, on sent qu'on est dans la source même du drame, enfin. Et dans le film, elle s'appelle Louise aussi, Madame II, c'est ça? Oui, alors curieusement, on ne sait pas Marcel Achard, qui a écrit les dialogues, a appelé son héroïne Louise II, Madame II. Et effectivement, c'est une appellation qui n'existe pas dans le livre. Max Ophuls n'a pas du tout fait appel à Louise de Villemorin pour une collaboration quelconque pour les dialogues. Elle est pas du tout... C'est étonnant. Il faudrait essayer de retrouver pourquoi ils ne se sont pas entendus, parce qu'elle aurait certainement pu adapter de meilleurs dialogues de sa nouvelle que Marcel Achard, qui a un peu tendance à en rajouter sur le plan des mots d'auteur. Par exemple, au tout début, elle veut se séparer d'un bijou et elle regarde sa rivière et elle dit ah là là, je préférerais me jeter à l'eau plutôt que de vendre cette rivière. Enfin, c'est un jeu de mots un peu facile. Très curieusement, la fin du film ne correspond pas du tout à la fin du livre. Le livre serait plutôt proche d'une fin à la Benjamin Constant, je dirais, par exemple dans Adolphe, où on meurt d'épuisement, d'une sorte de mort naturelle un peu étrange, mais fatale, alors que Max Ophuls a choisi une fin sans solution, j'ai l'impression, et un duel. Le duel, parce que je pense que c'est très cinématographique, c'est particulièrement esthétique de filmer un duel. Il y a du suspense, il y a de l'émotion, et en même temps, il veut bien montrer que ce personnage-là a le cœur fragile, mais parce que justement, c'est sa vie de tourbillon, sa vie futile d'aller et venue dans un monde factice qui a tué le deuxième personnage grave qu'elle est devenue, que Louise est devenue. Avez-vous des bonnes nouvelles? De qui? Ah oui, merci, excellente. « 24 heures sans vous voir. » Je sais, c'est un supplice. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Georges Vamparis a écrit une mélodie sur un poème que j'ai écrit et qui s'appelle « Attendez le prochain bateau ». Et Georges a écrit, donc composé cette mélodie, que Daniel Darieux a chanté quand il y a eu, vous savez, ce film à la télévision sur la vie de Georges, sur l'œuvre et la vie de Georges Vamparis. Alors, c'est elle qui est venue et qui a chanté cette mélodie.
Chère Louise de Villemorin, Georges Van Paris a eu la gentillesse de nous prêter la bande chantée par Daniel Darieux qui provient de la télévision. Écoutons-la. Belle sous la mauvaise étoile, un soir une dame à vapeur, sur le pont d'un bateau à voile, soupirait pour un voyageur. Mais insensible au vœu d'un cœur, il aimait une dame à voile. À bord, à bord, à bord d'un navire à vapeur. Oh, demoiselle fragile, coquette des miroirs d'eau, voici le port, voici l'île. Attendez le prochain bateau. Plus tard, devenue dame à voile, à bord d'un navire à vapeur, elle revit ce voyageur, blanchi au feu de son étoile. Mais il avait perdu son cœur sur le pont d'un bateau à voile, au pied, au pied, au pied d'une dame à vapeur. Oh, demoiselle fragile, coquette des miroirs d'eau, voici le port, voici l'île. Attendez le prochain bateau. Vous avez écrit des chansons avec Guy Béart. Oui, il a fait une chanson qu'il a tirée d'un poème de moi qui s'appelle « Plus jamais ». C'est un tango. Et puis, il m'a commandé une chanson qui s'appelle « Dans les journaux ». Un soir, nous dînions ensemble et j'avais été agacée par ces banalités que les gens disent. Enfin, quelqu'un avait dit « Oh là là, l'amour, on n'en meurt pas ». Autrement dit, on ne meurt pas d'amour. Ou par amour. Et moi, j'ai dit « Non, je ne suis pas du tout votre avis. Vous n'avez qu'à ouvrir un journal et vous verrez qu'on meurt d'amour tous les jours dans les journaux. Il y a toujours quelqu'un qui tue par amour, qui se tue par amour, qui c'est fou les crimes même qui sont commis par amour. Et les gens meurent d'amour. » Alors, il m'a dit « Oh, ça, écoute, tu vois, c'est tout à fait un sujet qui m'intéresse. Pourrais-tu me faire un poème sur ce thème ? C'est tous les jours qu'on meurt d'amour dans les journaux. » Et je lui ai fait, et il a appelé comme ça faisait un titre un peu long, il a appelé cette chanson Dans les journaux. Alors j'ai composé pour lui. C'est tous les jours qu'on meurt d'amour dans les journaux. Les imprimés inanimés sont des tombeaux. Tombeau d'un jour en un clin d'œil, on voit le pire. Dans le journal, toujours en deuil, l'amour expire. Sur papier, papier chagrin au jour levé, le destin en titre noir nous est livré. C'est tous les jours qu'on meurt d'amour dans les journaux. Les bien-aimés désemparés ont leurs photos. Photos d'avant, photos d'après, photos intimes. Dans le journal, on voit de près l'arme du crime. Sur papier, papier glacé des illustrés, les amants sans lendemain nous sont livrés. C'est tous les jours qu'on meurt d'amour dans les journaux. Guy Béart, on est là chez vous et on vient de regarder ensemble
l'émission qui s'appelait Bienvenue Louise de Villemorin, que vous aviez faite avec elle en 1966. Et c'était un peu, on peut même dire, très émouvant pour moi qui la découvre et sûrement pour vous qui la revoyez. Et surtout, ce qui est très étrange, c'est de voir Louise de Villemorin. Bon, elle nous parle, on y reviendra tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a le plus troublée en la regardant, c'est cette façon de parler des choses les plus tristes, en retournant toujours, et avec tellement de... Elle a le visage tout à fait rieur. Je pense qu'elle est tout à fait sincère quand elle dit « Et le soir, après une journée d'épreuve, je me retrouve dans mon lit, toute seule, et je pleure, et je mordis l'oreiller. » Et en même temps, comme vous l'avez remarqué, le rire qui va, qui revient et qui baigne tout cela. Et il s'agissait de garder la tenue. Mais Louise, quand on allait la voir, même seule, même ayant eu des difficultés, quelles qu'elles soient, et on savait on allait la voir, et on savait qu'elle allait vous redonner du tonus, de l'énergie pour faire, pour vivre, pour rire. Il y avait toujours une plaisanterie, toujours une histoire, et toujours, tiens, elle avait une grande curiosité, as-tu vu tel film? Et elle demeurait, elle a toujours été d'avant-garde. Elle regardait vers l'avenir autant que vers le passé. Je l'ai vue vivre, et j'ai pu écrire chez Louise Villemorin, plus jamais. Quelle est cette nuit dans le jour, quel est dans le bruit ce silence, mon jour est parti pour toujours, ma voix ne charme que l'absence, tu ne me diras pas bonjour. J'ai inversé les strophes, mais une chanson c'est autre chose qu'un poème. Ou bien une autre chanson, c'est tous les jours qu'on meurt d'amour dans les journaux, les imprimés inanimés sont des tombeaux. Et quelquefois elle partait tout d'un coup pour une soirée où il y avait des banquiers ou tout. Et je lui dis, mais pourquoi, Louise, tu as besoin de fréquenter ces financiers? Bon, elle n'osait pas me dire que c'était aussi pour ramasser de l'argent, des subventions, de mécènes pour le château de Verrières. Mais elle me disait, elle avait raison. Elle me disait, il faut voir les grands rapaces. Il ne faut pas uniquement se complaire dans son monde, il faut voir les grands, les petits, les humbles, les moyens. Oui. Et à l'époque, j'avais écrit une chanson, justement, à ses côtés, qui s'appelle Parodie. J'ai parcouru les mondes d'aujourd'hui, et j'ai tout vu, des faces, des misères, des petits grands, et des grands tout petits, dans un décor planté par des faussaires. Parce que c'est toujours l'image, l'apparence que l'on reçoit. Plus jamais de chambre pour nous, plus jamais, ni de baisers à perdre haleine, et plus jamais de rendez-vous d'une heure à peine, nous reposer à tes genoux. Plus jamais c'est dit, c'est fini, plus jamais, plus de pas unis, plus de nombre, plus de toits secrets, plus de nid où pas, c'est sombre à l'instant que l'amour a béni. Ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle m'a transmis, c'est le sens de la féerie, l'autre côté du miroir. Je veux dire, elle était un peu Alice traversant les miroirs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait un jour aussi écrire l'amitié de Jean Cocteau et de Louise de Villemorin. Tous les deux franchissaient ensemble les miroirs. Je veux dire, la fameuse séquence où on voit Orphée dans le film traverser les miroirs. Louise de Villemorin et Jean Cocteau ont traversé ensemble les miroirs. Enfin, je crois que je suis louisophile comme on est chinois. Plus jamais c'est dit, c'est fini, plus jamais, plus de pas unis, plus de nombre, plus de toits secrets, plus de nid où pas, c'est sombre à l'instant que l'amour a béni. Rivage au rivage où j'aimais aborder le bleu de ton ombre, rive de novembre et de mai, où l'amour faisait sa pénombre. Je ne vous verrai plus jamais, je ne vous verrai plus jamais, je ne vous verrai plus jamais.
les gens que j'ai aimés, ça a toujours été par coup de foudre. Moi, je connais pas la persuasion en amour. Ça, on peut avoir toutes les qualités. On peut me prouver qu'on est bon, qu'on est charmant, qu'on est fidèle, qu'on est patient. J'y suis sensible et surtout qu'on est indulgent. Mais c'est pas ça qui me touche. Ce qui me touche, c'est, dans les gens comme dans les objets, une attirance à première vue. Un fauteuil en devanture, paf, j'en tombe folle. Un monsieur qui entre dans l'autobus, Verrières, Antony, eh ben paf, ça y est, crac. Je me dis, oh, ce qui était pas tant, ce type-là, il m'a pas dit un mot. Mais je sais pas, quelque chose dans son regard. Le quelqu'un que je sens dans quelqu'un. Et voilà, comme le quelqu'un que je sens dans un objet. Après ça, peut-être que ce monsieur, dans l'autobus, si j'arrive à faire sa connaissance, ce qui n'arrive pas toujours... S'il ouvre la bouche, c'est perdu. Non, non, c'est pas ça, je m'y intéresse. Mais j'en fais vite le tour. Les gens perdent si vite leur charme. Je ne sais pas, je crois que je suis, comment est-ce qu'on dit, inconstante. Ou bien trop vite désenchantée, je ne sais pas. Avec ça, je suis très fidèle, notez bien. Mais il n'y a pas de vérité absolue, moi, j'en connais pas. La vérité, c'est momentané, je veux dire. Une chose est vraie. Le matin, crac, elle est plus vraie le soir. Je t'aime à la folie. Le soir, on me dit, mais tu me l'as dit ce matin. Alors tu m'aimes plus? Ben non. Ben, alors tu m'as menti. Mais non, je t'ai pas menti, je t'aimais ce matin. Mais ce soir, je t'aime plus, quoi, je suis comme ça. Que faire? C'est embêtant. J'ai parfois, en aimant, le sentiment d'accomplir sans témoin une bonne action, dont je ne parlerai jamais, mais qui sert ma gloire intime. Jamais je n'ai convaincu personne de mon amour. On devine en moi trop de visages passés et de visages à venir. Quel que soit mon secret, je le garderai toujours. Et comme une victime qui ne sera pas graciée, je m'étends à l'abri du coin d'ombre qu'on offre. J'ouvre les yeux et la bouche, je parle bas, je me sais présente, choisie pour un instant, et tremblante du désir d'être non pas prise, mais assassinée, là, sous les arbres, dans l'herbe basse, sur la couverture que traverse une bête qui vient à ma rencontre, chargée d'un brin de paille. Assassinée. Assassinée, pour tout dire. Pour que quelqu'un méconnu et puisse me croire. Mais une telle preuve d'amour, un tel désir de mourir par la main, ne s'offre ni ne s'avoue. Alors, comme rien de ce que je demande ne peut m'être donné, j'accepte les vœux de passage. Et je vieillis. Elle parle toujours de la vérité momentanée, finalement, de l'amour. Il y a une phrase très célèbre d'elle qui est « Je t'aime pour la vie ce soir ». Et ça, c'est très bouleversant parce qu'elle le dit réellement en le pensant. Et elle en souffre en même temps. Oui, c'est tout à fait le personnage. C'est cette espèce encore une fois, de personnage fluide, comme ça, qui échapperait toujours à la compréhension, à une lecture univoque. Enfin, moi, je trouve ça assez grisant et assez fou. Et puis, encore une fois, un début de texte comme celui de Sainte une fois, il faut quand même, vous savez, les premières phrases de livre, enfin, on le sait, c'est comme ça que les lecteurs dans les maisons d'édition jugent un roman, et puis les lecteurs tout court, moi, vous. Cette première phrase de Sainte une fois, c'est en regardant une plume voler dans le courant d'air que mademoiselle de Sainte une fois eut l'idée de monter à la chambre d'en haut. Simplement cette phrase. C'est absolument magique. C'est pas magique par ce qui est dit, par les images. Il y a rien. Il y a une simple chose qui est dite, mais le rythme de la phrase est merveilleux. C'est ça qui est vraiment grisant dans cette littérature, et je comprends qu'elle soit restée inclassable et qu'elle le soit toujours, vraiment, qu'elle le soit toujours. Il y a toujours un danger mortel. C'est peut-être un peu ce qui lui est arrivé, je ne sais pas. C'est cette manière d'échapper à soi-même, cette manière peut-être aussi de se faire du mal, je ne sais pas. Cette manière aussi de casser ce que l'on a construit, de se casser soi-même. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup bu, c'est quelqu'un qui s'est abîmé dans ce genre de choses. Et là, je retrouve encore une petite phrase. Mes sujets construisent des châteaux et moi, j'en fais claquer les portes. Alors, je comprends mes sujets, peut-être je fais une fausse interprétation, mais mes sujets, ce sont mes sujets littéraires, bien sûr. Et c'est vraiment cette impression qu'elle construit quelque chose, qu'elle établit des règles et qu'en même temps, elle introduit ce qui va complètement déstabiliser ces règles et faire que le lecteur va se perdre et en même temps s'abîmer dans quelque chose de vraiment délicieux, quoi, de vraiment, vraiment fascinant, je trouve, encore une fois. Quand vous lisez un roman de Louise de Villemorin, qu'est-ce qui vous reste comme impression? Parce qu'il y a une impression, quelque chose qui reste après.
Vraiment, la première impression que j'ai eue, moi j'ai commencé par les poésies, qui sont beaucoup plus calculées, concertées, travaillées, donc c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai lu Sainte une fois, j'ai commencé par Sainte une fois, ce qui est un peu étrange. J'ai eu une impression de malaise en terminant le livre, tout simplement. Un véritable malaise, c'est-à-dire l'impression d'avoir traversé quelque chose que j'avais pas, non pas compris, mais quelque chose d'un peu fantomatique, ouais, d'une littérature vraiment fantomatique. Alors je sais pas, on peut pas dire qu'elle appartienne au genre de la littérature, de ce genre de littérature, mais en tout cas c'est un sentiment fragile, encore une fois. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop d'où on sort, mais c'est fort et ça gagne à être connu. Encore une fois, vraiment, ça gagne vraiment à être connu. À la fin de la lecture d'un livre de Louise de Villemorin, je pense surtout au roman, en fait. Tout à l'heure, on a parlé de malaise. Et moi, j'ai des fois le sentiment que j'en éprouve une sorte d'amertume et une sorte de quelque chose comme un goût de cendre, je me disais. Alors, c'est peut-être un peu une image un peu forte. Mais écoutez, non, parce que moi, ça me fait tout de suite penser à quelque chose de l'ordre du cigare, parce que je suis un fumeur de cigares. Et dans les cigares, il y a quelque chose de très proche de ce que je ressens à la lecture de Villemorin, pardonnez-moi. Mais c'est quand vous arrivez, on dit toujours c'est au tiers du cigare que les choses commencent à être un petit peu limites. Il y a un moment, il y a une frontière entre le moment où il va y avoir une ivresse, parce que le cigare donne une véritable ivresse, et le moment où cette ivresse va se transformer en malaise, parce qu'on va être trop proche de la cendre, justement. Et c'est vraiment, je ne pourrais pas mieux décrire la sensation parfois dans laquelle je suis. Par rapport à ces lectures, à ce malaise justement, à cette espèce de demi-teinte, un petit peu de clair-obscur, des sentiments et ça je ne pourrais pas mieux décrire ça. J'ai retrouvé aussi un autre passage là qui est en fait une sorte de texte qu'elle a inclus à son journal, qui est un texte un petit peu développé. Simplement ceci: j'étais attendu au bord d'un fleuve à minuit et la vision du temps qui coulait avec l'eau. La pensée de mon sang coulant vers l'agonie me faisait mal. Je voulais ouvrir ma poitrine et laisser couler mon sang comme un torrent d'aveux où d'autres amants moins tourmentés ou moins honnêtes que moi viendraient baigner leur front et puiser l'éloquence. Le rire, les pleurs, les cris m'étouffaient. Ma voix et mes paroles que j'appelais à mon secours me montaient à mes lèvres que pour y mourir. Je cherchais à m'expliquer, à m'exposer vraiment et surtout à convaincre, mais n'y parvenant pas, je me laissais aimer sans rien dire et m'enivrais de désespoir. J'étais attendu dans une chambre fleurie de jacinthes bleues au milieu d'une ville sous la neige. Une chambre de chasseurs garnie de trophées, de tableaux sauvages et, pour moi, parée de fleurs. J'y arrivais rompue, mourante d'avoir tant couru, tant désiré cette rencontre, mourante d'émotion et de bonheur. La douce voix qui m'avait accueilli me suppliait bientôt « Parle, nous sommes là tous les deux, je t'aime ». Je ne pouvais que répondre. Je suis venu du bout du monde, de la pointe des siècles. J'ai franchi mon enfance et d'autres enfances, ma vie et d'autres vies, et je suis ressuscité afin d'être là, exactement là, dans tes bras, pour toi, pour nous deux. Je trouve ça vraiment très, très, très haute littérature. J'ai mis beaucoup de poèmes de Louise en musique, mais j'en ai publié uniquement 2 dans un disque, je ne sais plus quand, je crois en 66. Et alors, s'il en est qui retrouvent ces poèmes dans ces livres, ils verront que j'inverse les strophes, j'adapte le poème en chanson, je change quelquefois un mot, mais rarement. Mais j'inverse les choses. Alors, je vais vous dire plus jamais. Quelle est cette nuit dans le jour? Quel est dans le bruit ce silence? Mon jour est parti pour toujours. Ma voix ne charme que l'absence. Tu ne me diras pas bonjour. Plus jamais de chambre pour nous. Plus jamais de chambre pour nous, ni de baisers à perdre haleine, et plus jamais de rendez-vous, ni de saison d'une heure à peine, où reposer à tes genoux. Pourquoi le temps des souvenirs doit-il me causer tant de peine? Et pourquoi le temps du plaisir m'apporte-t-il si lourde chaîne que je ne puis les soutenir? Rivage, ô rivage, où j'aimais aborder le bleu de ton ombre, rive de novembre et de mai, où l'amour faisait sa pénombre, je ne vous verrai plus jamais. Plus jamais, c'est dit, c'est fini. Plus de pas unis, plus de nombre,
Plus de toit secret, plus de nid, plus de lèvres, où fleurit et sombre l'instant que l'amour a béni. Plus jamais de chambre pour nous, plus jamais. Ni de baisers à perdre haleine. Et plus jamais de rendez-vous d'une heure à peine où reposer à tes genoux, plus jamais. C'est dit, c'est fini, plus jamais. Plus de pas unis, plus de nombre. Plus de toit secret, plus de nid où pas assez sombre. L'instant que l'amour a béni. Rivage, ô rivage où j'aimais aborder le bleu de ton ombre. Rive de novembre et de mai, où l'amour faisait sa pénombre. Je ne vous verrai plus jamais. Et je me souviens qu'une nuit de décembre, je me mets à faire un rêve. Et je rêve que Louise Villemorin est en train de jouer du piano. Autour d'elle, des hommes en frac. Elle joue du piano. Et elle joue une très jolie chose. Et dans mon rêve, c'était comme dans un miroir, c'est-à-dire la main gauche était à la place de la main droite, et les basses sortaient de la droite, et les aigus sortaient de la main gauche. Et puis je me réveille pour noter ce rêve, parce que j'ai pris l'habitude de noter quand il y a une belle mélodie. Et puis je me rendors. Le lendemain, je me réveille, je lis, le lendemain matin, je lis quelques bribes, y compris les notes que j'avais griffonnées sur une portée musicale. Et Louise Villemorin était déjà morte. Et je me dis, tiens, c'est curieux, elle joue du piano dans l'autre monde. Elle qui disait, quand je disais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir faire, elle dit jouer du piano. Alors je dis maintenant, elle est satisfaite et elle joue du piano. Elle m'a trouvé une très jolie mélodie. Et vers 10 heures, je téléphone à André de Villemorin. Je lui dis, André, j'ai rêvé de Louise, elle joue du piano. Et puis un grand silence. Allô, allô? Tu m'entends? Mais tu sais que Louise est morte il y a 1 an, jour pour jour. J'avais oublié la date. Donc 1 an après, elle fait ce rêve. Veux-tu venir boire un verre à la maison et nous jouer ce thème et nous raconter l'histoire? Je prends la voiture, je suis à 15 minutes, j'arrive là-bas et André Malraux m'accueille. On prend l'apéritif et ils me disent, bon, vous voulez bien nous jouer ce thème au piano? Je lui dis, j'en joue assez mal, mais je sais qu'il y a une guitare dans le couloir qui mène à la chambre d'Orson Welles que j'ai occupée. Amenez-moi la guitare. C'est une guitare qui était dans la maison, qui était là dans le couloir, dans une boîte en bois. Et puis Terzio, c'était le maître d'hôtel, amène la guitare. J'ouvre la guitare. Toutes les cordes étaient dans tous les sens, comme des cheveux échevelés. Le sillet s'était décollé, c'est très rare que cela arrive. Alors nous avons eu un moment de grande émotion. La guitare aussi était morte. Et puis j'ai fredonné la musique. Et puis bon, nous avons déjeuné rapidement. Voilà. Moi, je crois à cela. Je crois qu'elle joue du piano. Et je crois que elle est de l'autre côté du miroir et qu'elle va nous parler avec ses vers. Et je crois qu'elle va renaître. Et comme disait Jean Cocteau, 30 ans après ma mort, je me retirerai fortune faite. Alors au fond de la cour du Crillon, on entend une harpe. Moi, ça me fait penser à Louise, quand elle s'accompagne à la guitare sur les disques, là, justement, d'édition de ses entretiens, on l'entend dire ses poèmes en s'accompagnant à la guitare. Elle fait absolument n'importe quoi. Elle fait quelques accords. Enfin, c'est absolument à hurler de rire. Et elle dit ça avec sa voix incroyable, un peu popue, comme ça. J'ai toujours aimé cette voix qu'elle avait un peu demi-mondaine, demi-popue, je trouve. C'est un peu ça, Louise Villemorin.
Voici un portrait d'un autre demi-mondain, demi-popu, s'il en est, c'était Francis Poulenc. Il a fait vraiment en quelques phrases, il a dit, je crois, tout ce qu'il faut dire sur Louise de Villemorin. Peu d'êtres m'émeuvent autant que Louise de Villemorin, parce qu'elle est belle, parce qu'elle boite, parce qu'elle écrit un français d'une pureté innée, parce que son nom évoque des fleurs et des légumes, parce qu'elle aime d'amour ses frères et fraternellement ses amants. Son beau visage fait penser au XVIIe siècle comme le bruit de son nom. Je l'imagine amie de Madame, ou peinte par Philippe de Champaigne, en abbesse, un chapelet dans ses longues mains. Marie Laurencin s'est souvent limitée par son côté bibliothèque rose, elle qui était tellement mieux faite pour peindre les biches. Alors les biches, c'est un ballet que dont Poulenc avait fait la musique sur des décors de Villemorin. Ceci dit par parenthèse. Et puis Poulenc poursuit. Louise échappe toujours à l'enfantillage, en dépit de sa maison de campagne où l'on joue autour des pelouses. L'amour, le désir, le plaisir, la maladie, l'exil, la gêne sont à la source de son authenticité. Et un petit peu plus loin dans ce journal, donc où il parle à plusieurs reprises de façon très tendre de Louise de Villemorin, il parle des différences entre ce qu'il a mis en musique, lui, et ce que Louise de Villemorin a publié. Et il dit qu'à propos du Garçon de Liège, il dit que dans l'édition, le manuscrit du Garçon de Liège comprend un quatrain de plus qu'il a supprimé. Et puis à propos d'un autre poème, dont on pourra peut-être entendre une version discographique, à propos d'eau de vie au-delà, il dit regretter qu'elle ait cru bon édulcorer l'érotisme voilé de ce poème, donc Eau de vie au-delà. Pour rien au monde, je n'apporterai ce changement dans ma version musicale, car cela créerait un véritable contresens. La palpitation de l'accompagnement n'aurait plus sa raison d'être. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir donc on a deux versions du poème. Et puis, à propos de cette palpitation, je trouve que ce qui est beau dans cette mélodie de Poulenc, qui n'est pas forcément une de ses plus connues, une de ses plus réussies, mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une ambiguïté entre le majeur et le mineur. Et je trouve que là, on a vraiment toujours cette ce côté doux amer, clair-obscur, sensation un petit peu mitigée de Villemorin. Il l'a vraiment très très bien compris. Je trouve que c'est incroyablement érotique, cette mélodie de Poulenc. Eau de vie, au-delà, à l'heure du plaisir, choisir n'est pas trahir. Je choisis celui-là, qui sait me faire rire. Donne-toi de celle-là. Comment fait pour écrire? Comment fait pour écrire? Il va par-ci, par-là, ce que j'ose lui dire. J'aime bien ce jeu-là. J'aime bien ce jeu-là qu'un souffle fait finir jusqu'au dernier soupir. Je choisis ce jeu-là. Au-delà, à l'heure du plaisir, choisir n'est pas trahir. Je choisis ce jeu-là. Louise de Villemorin nous a quittés un 26 décembre, il y a 25 ans. C'était Une vie, une œuvre, avec Renaud Machard, Bico Colcombet, Guy Béard, Yves Builly, Jean Chalon, Jean Botorel et la voix de Louise de Villemorin, archive INA. On peut lire la biographie que lui a consacrée Jean Botorel aux éditions Grasset sous le titre Louise ou la vie de Louise de Villemorin, et puis l'essai d'André de Villemorin sur sa sœur dans la collection Poètes d'aujourd'hui. Les textes étaient lus par Daniel Lebrun, et je remercie Sophie de Villemorin pour son aide discrète et chaleureuse. Enregistrement, mixage, Gérard Servet, une émission de Blandine Masson, réalisation Jean-Claude Loiseau. Oiseau. 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 Oiseau.